Voilà. Vous avez le choix entre parler debout ou vous asseoir. Je vais parler debout et quand je vous sentirai, je m'assois. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? François Lucénifal. Vous avez quel âge? Je suis 13 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Dabola. Quelle est votre profession? Je suis diplomate à la retraite. Où vous êtes domicilié? Domicilié à Kobaya, Monsieur le Président. Alors, veuillez dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal criminel, me tenir devant vous ce matin au titre des parties civiles pour le procès du massacre du stade du 28 septembre revêt pour moi une très grande importance. Comme toutes les victimes de ce drame, j'ai attendu 13 années. Durant ces 13 années, j'ai souhaité vivement qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, c'est chose faite à la faveur des changements intervenus dans notre pays le 5 septembre 2021. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président, non pour accuser une personne, je tiens à le préciser. Je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non plus pour disculper une personne, ni pour accuser, ni pour disculper. Je tiens à insister sur ces deux termes. Je viens ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. D'abord par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines de femmes qui ont été violentées, des centaines de personnes qui ont été assassinées, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame. C'est pour cela que je suis venu. Et je suis ici par devoir, je l'ai dit, parce que je considère cela comme une obligation. Il était de mon devoir de venir ici dire à ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me tiens devant vous. Vous me permettrez, Monsieur le Président, avant de vous donner le film de la journée du 28 septembre, de cette journée funeste, vous me permettez de faire un petit retour en arrière. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, au lendemain du drame du 28 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait dépêché une mission d'enquête internationale à Conakry. Cette mission était conduite par un éminent juriste africain, M. Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, qui a séjourné ici à Conakry et qui, à son retour à New York, a fait rapport au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et dans ce rapport, la mission estimait que les crimes qui se sont passés à Conakry au stade du 28 septembre étaient des crimes d'une gravité, d'une très grande gravité. Et la mission a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Et c'est à ce titre que la Cour pénale internationale a été choisie, a été saisie. Et la Cour pénale saisie, elle a ouvert une enquête préliminaire. Et à la faveur de l'élection présidentielle de 2010, le gouvernement issu de cette élection a décidé, au titre de la complémentarité, d'organiser ce procès ici à Conakry. Vous me permettez, Monsieur le Président, puisque je parle du statut de Rome, vous me permettrez de vous en parler, parce qu'en 1998, j'étais à Rome. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence diplomatique
qui a négocié et qui a adopté le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. J'étais le chef de la délégation, j'étais accompagné par le procureur Yves Aboli. Pendant 3 semaines, les plénipotentiaires ont passé en revue toutes les questions relatives aux grands crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, dans la région des Balkans et surtout en Afrique. Nous avons défini ensemble les crimes qui devaient relever de la compétence de cette nouvelle juridiction internationale. C'est ainsi que nous avons retenu les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, et plus tard, par la conférence des États parties, on a ajouté les crimes d'agression, qui avaient donné d'ailleurs lieu à beaucoup de discussions pour leur définition. Mais finalement, les crimes d'agression ont été admis. Mais au cours de cette conférence diplomatique, il est évident qu'il y avait des questions importantes dont il fallait parler, notamment la responsabilité des chefs d'État et des chefs des armées, qui, par le passé, évoquaient leur immunité pour se mettre à l'abri lorsque ces crimes étaient commis. Les plénipotentiaires ont estimé que, vu la gravité de ces crimes, cette immunité ne pouvait en aucune manière être évoquée. Nous avons donc écarté l'immunité des chefs d'État et des chefs de guerre, les rendant responsables au titre de commandement. Chaque fois que ces crimes sont commis sous leur autorité, la Cour, ou du moins les plénipotentiaires, ont clairement indiqué ce que le statut de Rome retenait sur cette matière. Nous autres délégations africaines, parlant de la saisine de la Cour pénale internationale, nous n'avons pas voulu laisser cette saisine au procureur de la Cour qui pouvait faire la saisine ex officio, nous l'avons tous admis, ni au Conseil de sécurité qui est garant de la sécurité, la paix et la sécurité du monde. Nous avons estimé qu'il fallait donner une certaine protection pour nos États. C'est dans ce cadre que nous avons insisté pour que la notion de complémentarité soit incluse dans le statut de Rome. En d'autres termes, que chaque fois que ces crimes sont commis dans un pays, la responsabilité première revient à ce pays de décider d'organiser le procès sur son sol. Et cela nous mettait à l'abri de tous les abus. Et cette notion de complémentarité, pour nous, était la pierre angulaire qui nous a permis d'accepter le statut de Rome. Et c'est au nom de cette complémentarité que le gouvernement de 2010, après les élections, que le gouvernement guinéen a demandé l'organisation de ce procès en Guinée. Malheureusement, cela a pris 13 années, je dirais très longues années. Certainement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique, mais nous autres victimes, nous n'avons jamais cessé de le faire. J'ai dit tantôt que je le fais par devoir. Je le fais aussi en apparaissant devant vous par solidarité. Solidarité à l'égard de l'autorité de la commission et qui s'occupait justement de la protection des victimes. Et je voudrais saluer ici la présence de Mme Asmaou Diallo et saluer sa persévérance et son courage dans une atmosphère de quasi-indifférence. Et personnellement, pendant ces 13 années, plusieurs personnes ne me croyaient pas quand je leur parlais de ce qui s'est passé au stade du 26 septembre. Plusieurs personnes ne pensaient pas qu'on pouvait violer des femmes en pleine journée. Plusieurs personnes ne croyaient pas qu'on a tué des centaines de personnes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, j'y étais. J'étais au stade aux côtés de mes autres compagnons des forces vives. Je ne voudrais pas revenir sur les préparatifs de cette journée. Notre collègue qui est passé avant moi, qui était le président de la commission d'organisation, vous a fait un exposé exhaustif des préparatifs de cette journée
du 28 septembre que nous avions choisi pour les raisons qui ont été déjà largement évoquées et qui correspondaient à notre vocation de dire non à la candidature des membres du CNDD ou du gouvernement, conformément aux engagements qu'ils avaient librement pris devant le peuple de Guinée, devant la classe politique guinéenne, devant la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies et tous les partenaires internationaux de la Guinée. Il était évident que le CNDD s'était engagé, après la prise du pouvoir, à organiser rapidement des élections démocratiques pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Il s'était engagé à ne pas être candidat. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté plusieurs faits qui nous ont montré que c'était des manœuvres préparatoires pour préparer le terrain à une candidature des membres du CNDD, ce à quoi nous étions fortement opposés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce meeting, un meeting pacifique. Il est évident qu'on nous avait, on vous l'a déjà dit ici, que nous n'avons pas eu de retour pour organiser à l'intérieur du stade que nous avons choisi comme lieu de la conférence, mais nous n'avons pas eu non plus d'opposition pour organiser sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Le matin du 28 septembre, donc, j'ai reçu à mon domicile les principaux responsables de mon parti. Mais auparavant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que toutes les réunions des forces vives, pendant au moins une dizaine de jours, nous avons tenu des réunions régulièrement, en pleine journée, au siège de mon parti à Taouya. C'est là où les forces vives se réunissaient. Et nos réunions étaient publiques. Nous savions que nous étions infiltrés par les éléments du gouvernement, mais comme il ne s'agissait pas d'un complot, nous avons tenu les réunions en pleine journée, les portes ouvertes et dans un espace largement ouvert. Et nous avons communiqué sur les radios locales pour appeler nos militants, pour dire à tous les Guinéens que les forces vives étaient opposées à la candidature des membres du CNDD à une élection. Nous avions constaté aussi qu'on avait inversé l'ordre des élections, puisqu'il était prévu d'organiser des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. Par des manœuvres par un comité ad hoc qui avait été mis en place, l'ordre des élections avait été renversé et ils avaient mis l'élection présidentielle avant l'élection législative. Ce que nous redoutions à l'époque, c'est ce qui s'est produit malheureusement en Guinée. Après l'élection de 2010, il nous a fallu 3 ans, 3 années de douleur pour pouvoir organiser des élections législatives. Parce que nous qui étions en faveur de l'élection législative avant les présidentielles, nous savions que pour avoir des élections justes, il fallait mettre en place d'abord un Parlement qui aurait donné une image plus réelle des partis politiques sur le terrain et qui correspondait à une espèce de proportionnel. Et que nous savions aussi qu'une fois qu'on aura le Parlement, le chef d'État qui sera élu ne serait pas capable de manipuler les élections pour nous donner un Parlement. Malheureusement, ce schéma n'a pas été respecté et les manœuvres du comité ad hoc ont donc permis d'inverser l'ordre des élections pour choisir la présidentielle avant les législatives. Donc c'est un ensemble de situations qui nous ont donc amené, Monsieur le Président, à dire qu'il fallait que les forces vives fassent entendre leur voix. On vous a parlé de la visite du président Ouad, on vous a parlé des réunions des élus qui avaient été convoquées, nous avons vu les images à l'époque, on vous a parlé de la visite du vice-président du CNDD à Massanta, vous avez écouté son discours de campagne à Massanta, on vous a parlé de l'abbé, de Frigia, et moi-même j'étais à Kankan quelques jours avant le 28 septembre, j'ai vu les manœuvres qui étaient en place pour préparer la visite du président du CNDD à Kankan. Donc le dispositif était en place, c'était clair que le CNDD se préparait à participer aux élections, ce qui était contraire à tous les engagements qui avaient été pris. Et malgré tous les efforts déployés par le groupe international de contact qui avait été mis en place et qui comprenait les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine, le CNDD n'a pas reculé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce meeting, pas pour créer des troubles dans le pays,
Nous avons voulu le faire dans un endroit protégé, en appelant l'ensemble de nos populations. Pendant des semaines, nous avons fait une campagne médiatique. Ce n'était pas caché, Monsieur le Président, parce que nous voulions montrer à la face du monde, en réponse à ce que le président Wade a déclaré ici à Conakry, que la majorité de la population guinéenne était en faveur d'une élection démocratique en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date. Donc le matin du 28 septembre 2009, comme je le disais tantôt, mes militants se sont retrouvés à mon domicile très tôt le matin. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble dans une atmosphère de confiance et nous avons démarré ensemble pour aller vers le stade. Je me suis séparé de mes militants et militantes et je suis passé prendre mon collègue Sidia Touré à son domicile. Arrivé au niveau du stade, nous avons vu que le stade était déjà, l'inscription a déjà été remplie de monde. Parce qu'il y avait déjà une première pluie fine le matin. Eh bien, le monde était déjà nombreux. Nous avons dû contourner, passer par l'Andrea pour rejoindre le domicile de notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré à Donka. Nous étions les derniers arrivés, tous les autres collègues étaient présents. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous avait informé qu'il y avait eu des problèmes au stade. Et Jean-Marie nous a informé qu'il attendait une délégation des religieux, mais compte tenu déjà de l'atmosphère vers sur l'esplanade, nous avons estimé qu'il fallait qu'on rejoigne nos compagnons. Parce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que durant les préparatifs, nous avions pris les engagements sur toutes les radios privées pour dire que cette fois-ci, les responsables, les premiers responsables seraient présents. Et parce qu'il était de pratique, moi, c'était la première fois que je participais aux activités politiques en Guinée, mais j'étais un observateur politique avant. Et j'avais constaté, comme tout le monde, que des manifestations violentes s'étaient passées en Guinée, mais que chaque fois qu'il y avait ces manifestations, les leaders étaient absents. Certains avaient pris les vols pour aller à l'extérieur et on envoyait les militants devant. Nous avions donc pris la décision que cette fois-ci, nous serions là, présents et devant nos militants. C'était une décision ferme et tous les premiers responsables étaient présents ce jour-là, à l'exception du président du RPG qui avait quitté Conakry quelques jours plus tôt. C'est ainsi que nous sommes partis du domicile de M. Jean-Marie Doré, situé à Donka, à pied. Nous étions tous là. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de la fondation Fondis, je crois que vous vous rappellerez, ce sera à peu près en face du 2 août et de l'université, c'est là où nous avons rencontré un peloton de gendarmerie qui était commandé par M. Moussa Kegoro Kamara. Il y a eu une longue discussion avec lui, lui souhaitant que nous puissions changer la date. Mais là où nous étions, nous ne pouvions plus changer de date, étant donné que des dizaines de milliers de militants étaient déjà réunis à quelque part de nous. Il n'était plus question pour nous de retourner. Cela aurait constitué peut-être une trahison de notre part si nous n'avions pas rejoint nos militants qui étaient déjà massivement mobilisés. Lorsque ces militants se sont rendus compte, puisqu'ils n'étaient pas loin, ils n'étaient pas loin de là où nous étions bloqués, lorsqu'ils se sont rendus compte que nous étions bloqués, il y a une foule nombreuse qui a convergé vers nous, qui a fait sauter le verrou. À partir de cet instant, Monsieur le Président, nous n'avons plus, nos pieds n'ont plus touché le sol. Nous avons été pris en triomphe par nos militants. C'était des dizaines de milliers de personnes portées en triomphe vers le stade. Nous ne savons pas comment les portes du stade avaient été ouvertes, mais ce qui est sûr, nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, portés en triomphe par cette masse, jusqu'à l'intérieur du stade. Nous sommes montés, nous sommes installés à la tribune. Tous les leaders étaient présents. Et l'atmosphère était une atmosphère des grands jours. Nos militants avaient pris d'assaut et les tribunes et les gradins. Je remarque, quand je me rappelle encore, ces jeunes en train d'entonner l'hymne national et d'autres qui s'étaient alignés sur la pelouse pour prier, faire 2 rakats de prière, pour remercier Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être là et remercier Dieu également qu'il puisse bénir notre pays pour l'avènement de la démocratie en Guinée. C'était un grand moment, Monsieur le Président. J'étais là
Et je regardais ce spectacle avec beaucoup d'encouragement pour l'avenir de notre pays. À un certain moment, nous avons vu notre porte-parole faire son entrée par le portail de l'entrée des footballeurs. De là où nous étions, moi j'étais sur la première ligne et il y avait Sidi à ma droite, Cellou Dalein, Boubacar Silla et ainsi de suite. Mais nous, notre position sur l'aile gauche était une position stratégique qui nous permettait de voir directement le portail d'entrée. Nous avons vu notre collègue Jean-Marie faire son entrée, ovationné par les jeunes. Et à son habitude, il était en costume cravate. Et les jeunes l'ont ovationné et nous étions contents que notre porte-parole ait décidé finalement de se joindre à nous. Aussitôt, nous avons entendu des crépitements d'armes à l'extérieur, suivis d'une grande nuée de gaz lacrymogène qui a envahi tout le stade. Le stade a été inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, on n'arrivait plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur ocre et sulfureuse du gaz lacrymogène. Les jeunes ont formé un cordon pour nous apporter, ils avaient des feuilles pour nous protéger justement contre l'effet du gaz lacrymogène. Je crois qu'ils en avaient l'habitude. Et donc, c'est en ce moment que la panique a gagné tout le stade. Les jeunes couraient partout. Les gens cherchaient il y a eu un moment de panique. Ces tirs à l'extérieur ont précédé l'entrée des soldats à l'intérieur du stade. Et ensuite, les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Aboubacar Sidiki Diakité parmi eux. Il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CNDD. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Monsieur le Président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là, tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde. Les gens couraient partout. Ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sidia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Cellou Dalein, Boubacar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus. Tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cellou Dalein entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler, littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture
de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo, je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extrait et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu les militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 26 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter, il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il allait à une très grande vitesse, je dirais à tombeau ouvert, on est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. J'ai pensé à cet instant-là qui nous amenait au quartier général du CMS, la police, et il est allé finalement, il a garé devant la clinique Ambroise Paré. Devant la clinique Ambroise Paré, nous sommes descendus. Et lorsque nous sommes descendus, on a vu les médecins et les infirmières qui sont sortis pour nous accueillir. Et c'est en ce moment encore qu'on a vu Marcel surgir. Le commandant Thieboro était présent sur les lieux. Alors il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. C'est là où nous avons su que celui qui nous battait à l'intérieur du stade s'appelait Marcel, parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout à Marcel, mais non, on va faire ça. Il dit non, il faut. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au camp Al-Faya et Toumba tenait à ce qu'on nous soigne à la clinique. Ils sont allés de l'autre côté de la route. Toumba n'a pas réussi à le contenir. Il est venu vers nous. Le commandant Thieboro a essayé timidement aussi d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché. Et c'est ensuite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on nous recevait dans ce dispositif hospitalier, il allait faire exploser la clinique. Les infirmières et les médecins qui étaient là ont tous fui, sont rentrés tout de suite en courant dans la clinique. Nous-mêmes, nous étions pris de frayeur. Toumba ayant compris
qu'il n'avait pas la possibilité de nous faire admettre dans cette clinique, Toumba nous a réembarqués dans son véhicule et toujours à la même allure, je dis vraiment une grande allure. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme à tombeau ouvert. Il est revenu jusqu'au point du 8 novembre et cette fois-ci, il a pris la direction de la ville. Il nous a conduits jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés. On a été reçus, on nous a fait asseoir sur des bancs. Nous sommes restés là-bas pendant un bon moment. Et c'est à la suite de ça que le général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de l'armée de la gendarmerie, est arrivé. Il est passé à côté de nous, il nous a regardé, il est passé. Et Jean-Marie qui l'a interpellé. Il dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous avez mis ces personnalités? Ça, c'est 2 anciens premiers ministres que vous avez traités comme ça. Le général Ibrahima Baldé nous a dit, non, je vous ai écouté au stade. On vous a écouté. Je me suis levé, j'ai dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous étions opposés à la candidature des membres du CNDD et de son président. C'est tout ce que nous avons dit. Jean-Marie dit, mais calme-toi, tu sais, regarde comment nous sommes, dans quel état nous sommes. Et on s'est réassis et on est resté là pendant un bon moment. C'est après qu'on est venu nous chercher pour nous amener dans un bureau de la gendarmerie qui est à côté du ministère du Plan. Et c'est là où Sidi a accepté, parce que nous autres, on n'a pas accepté. C'est là où on a fait des points de suture sur la tête de Sidia dans des conditions très primaires, sans anesthésie. Et après, de là-bas, je crois que, entre-temps, parce que ça c'était en fin de journée, je crois que les autorités s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de morts, qu'il y avait eu un carnage au stade. Je suppose, c'est en ce moment-là qu'on nous a pris, on nous a amenés à la clinique Pasteur. Nous avons été admis à la clinique Pasteur. Nous avons tous été admis dans une grande salle. On nous a donné des lits. Jean-Marie, Mokhtar, Sidia Touré et moi-même. C'est dans la soirée qu'on nous a ramené notre collègue Selou Dalin sur une civière. Et quand il est arrivé, il n'a pas pu se lever puisqu'il avait les côtes cassées. Ils l'ont glissé sur le lit à côté de moi. Il avait un lit à côté de moi. C'est là où Selou a été admis. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que je l'avais pris pour mort quand j'ai quitté le stade. Parce que la manière dont j'ai vu les militaires s'acharner sur lui, j'avais beaucoup craint pour sa vie, mais je me suis réjoui de le voir vivant. Mais il avait les côtes cassées. Nous sommes restés là, dans la même salle, pour un bon moment. Et dans la soirée, nous avons pu, puisqu'on n'avait pas de liberté, nous étions en fait détenus, parce qu'il y avait des gendarmes qui gardaient la porte et on n'avait pas le droit de recevoir de visites. On n'avait pas le droit non plus de communiquer parce qu'on a essayé d'appeler, de téléphoner. Les gendarmes venaient un moment pour dire, vous avez des téléphones, ils ont essayé de nous fouiller. Et je peux considérer que nous étions détenus, mais nous avons pu trouver les moyens de communiquer à l'extérieur. Nous avons parlé à Conakry et ailleurs. Je garde cela pour moi. Nous avons communiqué un peu partout. Nous avons pu communiquer avec aussi nos collègues qui étaient à l'extérieur pour rassurer nos familles que nous étions vivants. Et c'est après que moi j'ai su qu'on allait dire à ma maman à Cancan que j'étais mort au stade. Parce que toute la journée, elle était sans nouvelles de moi. Et c'est en ce moment que les familles ont été assurées que nous étions encore vivants et que nous étions bien dans la clinique Pasteur. Et c'est en ce moment aussi que nous avons eu les premières nouvelles du carnage du stade. On nous a parlé des morts, des dizaines de morts. On nous a même dit des centaines. Dans la soirée, on nous a informé qu'on est allé ramasser des corps pour les amener. Et vers minuit, dans la même journée, la soirée, nous avons reçu vers, je crois, il devait être 23 heures, une délégation conduite par le Premier ministre Cabinet Komara. Dans cette délégation, il y avait le grand imam de Conakry, il y avait Monseigneur Gomez, il y avait le ministre Koutoubou Sano. Et aussi Moussa Kegourou était avec eux. Ils nous ont annoncé que le président du CNDD avait accepté de nous laisser partir et qu'on pouvait rentrer à la maison. Jean-Marie Doré et celui d'Alain qui n'était pas très à point ont préféré rester à la clinique. Sidia, Mokhtar et moi, nous avons décidé de partir.
Mais auparavant, on avait eu des échos de la ville également. Jean-Marie avait appris que les militaires étaient passés chez lui, qu'on avait tout saccagé. Sidia avait appris qu'on était passé chez lui également, et de même que Selou, qu'on avait saccagé leur domicile. C'est ainsi que nous sommes partis dans un véhicule avec des militaires. Nous étions là, cette fois-ci, protégés. Nous avons déposé Mokhtar Diallo chez lui à Dixine. Nous sommes allés chez Sidia. Sidia est descendu, je l'ai accompagné. Et j'ai constaté effectivement, puisque nous avons visité le salon et sa chambre, que tout était en désordre. On sent que les militaires étaient passés. Et après, on m'a déposé à la maison. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que les jours qui ont suivi, nous changions tous les soirs de domicile, parce qu'on n'était pas sûr que ces mêmes malfrats ne revenaient pas encore pour attenter à nos vies. Nous sommes restés le lendemain. J'ai fait le tour des maisons, aller voir mes militantes et mes militants. J'avais eu des nouvelles de la plupart d'entre elles. Beaucoup ont été violentés au cours des manifestations au stade du 20 septembre. La dame qui était ici tout à l'heure, Madame Barry, faisait partie des victimes. Je suis allé chez elle. Elle était blessée. Elle avait un problème à la tête. J'ai visité d'autres familles. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que le nombre de victimes de femmes violées donné dans le rapport est supérieur, bien supérieur au nombre qui est indiqué. Et je vous dirai pourquoi. Beaucoup de femmes, de ce jour-là, qui ont été violées, violentées, humiliées, beaucoup n'ont pas voulu se faire connaître. Et vous comprendrez les raisons, Monsieur le Président. Et je respecte leur silence. Mais des dizaines de femmes ne se sont pas manifestées et continuent à endurer ce traumatisme. J'ai vu pendant ces derniers jours des victimes parler. Vous les avez écoutées à huis clos, Monsieur le Président. Vous avez écouté certaines des coups, vivent encore avec ce traumatisme de cette journée funeste, mais n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. J'ai vu une qui a eu le courage de venir devant vous ici, avouer qu'elle a été violée. Il n'est pas courant qu'une femme le fasse. J'admire son courage. Et ce courage la permettra au tribunal de comprendre ce qui s'est réellement passé. Madame Barry, qui vient de passer, était une militante active de mon parti. Nous l'avons suivie. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait les premiers jours pour lui apporter des soins. Je crois qu'elle vous a donné tous les détails. Et c'est ainsi que nous avons fait le bilan au sein de nos partis. Je suis sûr que les autres en ont fait autant. L'UFDG a eu certainement le plus grand nombre de victimes. Sidia aussi, bien sûr, et tous les autres. Mais pour ma part, je peux vous dire qu'au sein de mon parti, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés, beaucoup de femmes violentées. Mais je vous dirais autre chose, Monsieur le Président, concernant les femmes. Ce jour du 28 septembre 2009, plusieurs femmes sont sorties du stade dévêtues, complètement nues. Les militaires s'acharnaient sur les femmes, particulièrement, tuaient les jeunes garçons. Si vous voyez le nombre de morts, c'est surtout des hommes. Mais les femmes, c'était leur proie préférée, soit pour les humilier, soit pour abuser d'elles. Et quelle était la technique? Il fallait les frapper, les battre, les gifler, pour réduire les capacités de résistance et ensuite assouvir leur soif bestiale. Plusieurs autres femmes sont sorties nues du stade. Vous pouvez faire déporter, vous pouvez faire une investigation auprès des familles riveraines du stade du 26 septembre. C'est les femmes de ces quartiers, de ces familles qui sortaient avec les pagnes pour accueillir les dames qui sortaient du stade nues afin de protéger leur nudité. Les mères de famille, c'est le traitement qu'on leur a réservé. Et cela, pour moi, est un scandale. Cela s'est passé à Conakry en plein jour. Le nombre de victimes est bien au-delà de ce que vous croyez, Monsieur le Président. Beaucoup de femmes continuent à vivre avec ce traumatisme. On a traité certaines victimes ici de folles. Elles ne sont pas folles, Monsieur le Président. Elles sont sous le coup d'un traumatisme. Elles portent le deuil de leur traumatisme. C'est ce deuil qu'elles portent encore. J'ai vécu, je les ai vus. Je suis allé le lendemain, 1 ou 2 jours après le 28 septembre,
J'ai accompagné une de mes militantes qui était blessée. Je l'ai accompagnée à la clinique Ambroise Paré. Et là, j'ai rencontré le colonel Keboro. Il était venu pour autre chose. Le colonel Keboro a toujours eu un grand respect pour moi. Il m'a toujours appelé grand frère. Il est venu vers moi. Et je lui ai dit, viens, je vais te montrer ce qui s'est passé. Je vais te montrer une victime de la barbarie d'avant-hier. Il est venu avec moi. Il a vu la victime. Il y a plusieurs autres victimes de cette manière-là qui existent. Et nous avons essayé de faire notre mieux pour ces victimes. Monsieur le Président, les jours qui ont suivi ce massacre, ces jours ont été terribles pour nous. Nous étions non seulement dans l'insécurité, nous avions peur pour nous-mêmes, nous avions peur aussi pour nos militants et militantes. Tout le monde se souvient à l'époque de la manière dont les soldats se comportaient en ville. On les voyait dans les pick-up, avec la bière en main, en train de boire la bière et jeter les canettes et les bouteilles pour une armée nationale. C'était la terreur. Quelque temps après, Monsieur le Président, nous avons reçu une invitation nommément de la CEDEAO. Nous ne sommes pas sortis de Conakry par la petite porte, ni par nos propres moyens. Nous avons été invités par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se réunissait à Abuja sur le dossier du massacre du 28 septembre. La CEDEAO nous a envoyé des billets d'avion. À cette époque, le président Alpha se trouvait déjà en France. Cellou Dalein avait été évacué du fait de ses blessures. Il ne restait que Sidia, Jean-Marie et moi. Nous avons reçu l'invitation et les billets. Nous sommes allés à l'aéroport pour nous embarquer pour aller à Abuja. J'ai trouvé Jean-Marie et Sidia qui m'ont dit que leurs passeports ont été confisqués. Mais que je crois que nous ne sommes pas autorisés. J'ai dit, je vais essayer. J'ai envoyé mon passeport. Le commissaire a saisi mon passeport. Et nous étions tous là, les trois. On ne pouvait pas embarquer. C'est alors que Jean-Marie, qui avait ses entrées au camp, a appelé le président du CNDD, Sidia également. Ils ont eu une longue discussion. J'étais à côté d'eux. Et finalement, ils ont pris l'engagement qu'on allait et qu'on allait revenir. Ils ont insisté sur le fait qu'on allait revenir. C'est ainsi qu'on nous a laissé partir à Abuja et nous ne sommes plus revenus. Nous sommes restés à l'extérieur parce que la manière dont nous avons vu le traitement qu'on nous a donné à l'aéroport, nous avons estimé que nos vies n'étaient pas en danger en Guinée. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés à l'extérieur. Mais nous avons mis notre séjour à l'extérieur à profit pour faire du lobbying pour la Guinée. Et c'est en ce moment-là que nous avons fait les voyages de Ouagadougou et nous sommes restés donc à l'extérieur jusqu'au moment où il y a eu le changement et la vraie transition a été mise en place. On nous a invités à revenir en Guinée. C'est après les événements du 3 décembre. Nous sommes revenus ici au mois de janvier. Et au sein des forces vives, nous avions insisté avant de revenir pour notre sécurité. Le nouveau gouvernement, ou du moins le vice-président du CNDD qui avait pris la tête de l'État, s'est engagé avec la communauté internationale à assurer notre sécurité. Ils nous ont donné des garanties que de l'aéroport, ils allaient avoir des militaires pour assurer notre sécurité. Nous nous sommes réunis à Paris, Sidia, Alpha et moi-même. Nous étions Cellou, nous étions 4 à Paris. On a eu une réunion et nous avons décidé de rentrer. Je suis rentré le premier et à l'aéroport, on m'a donné, je crois, environ 10 militaires pour ma protection. C'était peut-être un peu trop pour moi, mais c'était rassurant. Et j'ai appelé les autres collègues pour dire que je suis bien arrivé et qu'il y a effectivement le dispositif sécuritaire pour nous. C'est ainsi que les autres collègues sont arrivés et nous avons mis en place un gouvernement de transition en mettant notre porte-parole, Jean-Marie, comme Premier ministre chef du gouvernement et moi j'ai pris sa place comme porte-parole des forces vives. Voilà, Monsieur le Président, un résumé de ce que je sais de la journée du 28 septembre 2009. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à ce tribunal et je suis très heureux de constater que ce tribunal est une juridiction nationale parce que j'ai parlé de la complémentarité tout à l'heure. Oui, Monsieur le Président, je suis heureux que ce procès se tienne maintenant ici avec une juridiction nationale, avec de jeunes et talentueux magistrats, avec
une pléiade d'avocats chevronnés. Et vous, personnellement, Monsieur le Président, votre patience, votre sérénité et votre autorité font l'admiration de tous. Je suis sûr que le brassard que vous portez nous conduira à bon port. Cela augure d'un avenir meilleur pour la justice guinéenne, car je suis certain que quand il y a une bonne justice dans un pays, il y a la stabilité, car la justice est le socle de la société. Je suis convaincu également que lorsque vous rendrez votre décision à l'issue de ce procès, Monsieur le Président, que votre décision sera juste et que, au-delà de ce que vous allez décider, vos décisions feront jurisprudence, aussi bien en Guinée, en Afrique et dans le monde. Ce sera aussi un bel exemple pour tous les pays africains. Au moment où la CPI est décriée par tous les pays africains, savoir que dans le dispositif du statut de Rome, il y a une disposition qui permet à chaque État de faire ce que la Guinée vient de faire. Encore un bon exemple que la Guinée vient de donner, que tous ces actes barbares, les crimes horribles qui relèvent du statut de Rome peuvent être jugés par des juridictions nationales. C'est une leçon qu'il faut retenir de la tenue de ce procès à Conakry. Et je voudrais vous en féliciter surtout les hautes autorités de la transition qui ont eu le courage d'organiser ce procès. Je ne doute nullement que votre décision permettra aussi aux Guinéens de se réconcilier, qu'on ne voit pas à travers ce procès, le procès contre une région ou opposer une région à une autre. J'ai entendu beaucoup de choses dans le passé, après le 28 septembre. Les esprits malveillants ont essayé de nous dire que nous avons suivi une communauté alors que nous n'étions pas concernés pour essayer d'enlever un gouvernement qui était en place. C'était ridicule, car les forces vives, c'était la Guinée. Il y avait les composants de toutes les régions de la Guinée. Nous avions la foi en l'avenir de notre pays. Nous étions une force qui se battait pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Je voudrais que cela serve pour réconcilier les Guinéens. Parce que, Monsieur le Président, tous les efforts de réconciliation qui sont en cours en Guinée, ça piétine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le courage de revisiter le passé. On n'a pas eu le courage de parler de crimes de masse qui sont passés et qui sont restés sous silence. Et c'est la première fois que cela se tient en Guinée. Je souhaite que ce soit le début pour une ère nouvelle pour mettre fin à l'impunité dans notre pays et faire en sorte que les Guinéens puissent se réconcilier après ce procès, qu'au-delà de toute décision qui sortirait de ce procès, que ce soit un motif de réconciliation pour notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président, encore une fois, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à votre tribunal. Je vous remercie. Oui, peut t'asseoir. Oui. Monsieur Fall, on va bientôt commencer à vous poser des questions. Oui. Et vous aurez le droit de répondre par oui ou par non, ou dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à une question. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. J'ai des problèmes avec mon genou, je porte des prothèses, je voudrais m'asseoir avec votre permission. Allez-y. Merci. Merci. Monsieur Fall, ce jour du 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? C'était aux environs de, je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être entre 9h30 et 10h. À quelle heure les militaires sont arrivés? Vers 11h. 11h30. En tout cas, aux environs de 11h et 11h30 midi, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des militaires que vous avez pu identifier ce jour? Oui. Les militaires que j'ai pu identifier moi, et d'abord le colonel Tiegoro que j'ai reconnu parce que nous l'avons rencontré au niveau de Fondis, avec lui on a eu une discussion. Et à l'intérieur, j'ai reconnu le commandant Toumba
et nous avons reconnu Marcel. Ce sont les militaires que j'ai reconnus. Les autres qui les accompagnaient, je ne les connaissais pas. Quels étaient les corps qui étaient présents ce jour au stade? Il y avait, que vous avez pu constater, vous? Il y avait des bérets rouges, des bérets verts, et d'autres personnes, je crois que ça devait être des policiers qui portaient des t-shirts noirs. Ce sont ces personnes que moi j'ai reconnues. Je parle de l'intérieur du stade. Oui, à l'intérieur du stade, oui. Ministère public, des questions. Monsieur Nipa, Oui. je voudrais, au nom du parquet, vous remercier pour votre disponibilité à venir dire votre part de vérité dans cette affaire du 28 septembre. Certes, vous avez été entendu, toujours en qualité de partie civile, par le pool de juges d'instruction, puisque l'instruction définitive, c'est ici à la barre, nous avons l'obligation de vous poser certaines questions. Tout à l'heure, vous avez déclaré que vous êtes venu aux environs de 9 heures. Vous avez quitté votre domicile. Vous confirmez cette déclaration? Non, j'ai quitté mon domicile avant 9 heures. Avant 9 heures. Avant 9 heures. Et quel était votre point de ralliement? Le point de ralliement convenu aux réunions des forces vives, c'était le domicile de notre porte-parole, M. Jean-Marie Doré à Donka. Vous étiez tous souvenus, M. Jean-Marie Doré. Nous étions... Le président Sidia Touré, c'est le Dalin Diallo et vous-même. Non, pas nous seulement, il y avait tous les leaders des partis politiques. Moi, le matin, je suis allé chercher Sidia. Nous sommes venus ensemble, M. Jean-Marie Doré. Nous avons trouvé là, c'est Lou, que les autres m'excusent parce que tous les leaders étaient présents. Boubacar Silla, Badiko, Dr Diané était présent, Tigane Traoré, Baouri était présent et d'autres, beaucoup d'autres qui étaient là. Il y avait même certains parmi nous qui n'étaient pas des leaders de partis politiques, mais qui étaient présents comme Yoro Baldé et autres qui étaient avec nous. Il y avait aussi Jo Sidibé qui représentait le NGR. Donc ensemble, vous avez pris le départ pour le stade? Oui, nous sommes tous partis de chez Jean-Marie à pied, à l'exception de Jean-Marie qu'on a laissé à sa résidence. Nous sommes tous partis à pied, tout le monde. À quel niveau vous avez commencé à rencontrer les forces de l'ordre? Au niveau de Fondis, la fondation Fondis, c'est là où nous avons rencontré le peloton de la gendarmerie qui était commandé par le colonel Moussa Thiebourou Kamara. Il était seul? Non, il y avait beaucoup de gendarmes avec lui, beaucoup. C'était tout un peloton, il y avait beaucoup de gendarmes. Donc il était avec un contingent de gendarmes? Il était avec un contingent de gendarmes. Vous l'avez suivi ici à cette barre, à distance, et il a déclaré que ce jour il était seul. Confirmez-vous cette déclaration ou bien vous venez en contredisant cette déclaration? Non, mais je me rappelle très bien, il n'était pas seul. Seul, il ne pouvait pas nous arrêter. Nous étions déjà un bon groupe, et donc ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Il y avait beaucoup de gendarmes avec lui. Je me rappelle, j'ai reconnu un béret rouge qui devait être certainement son aide de camp. Les autres étaient des bérets verts. Il n'était pas seul, il était avec beaucoup. Dans le groupe, il y avait des militaires qui arboraient le béret vert, le béret rouge? Non, j'ai reconnu un qui portait le béret rouge, ça devait être certainement son aide de camp, mais il était à côté de lui. Mais les autres portaient des bérets verts. C'était des gendarmes, je crois, ou des policiers. D'accord. À ce niveau, il vous a empêché de continuer? Le contingent que vous avez trouvé dirigé par le colonel Kebro vous a empêché de continuer pour le stade? C'est tout comme, parce que le groupe était important et la route c'était pas un barrage, mais ils étaient suffisamment nombreux pour nous empêcher de passer. Et il nous a demandé de ne pas aller au stade et de reporter le meeting. Quels ont été les termes qu'il a utilisés? Non, il a dit vous ne pouvez pas faire la réunion aujourd'hui. Il a évoqué l'appel du président du CNDD la nuit à Sidia, qui nous l'avait dit d'ailleurs dans la voiture, quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Il m'avait dit qu'il avait reçu un appel du président du CNDD vers 2 heures du matin, qu'il dormait d'ailleurs. Mais il est évident qu'à cette heure-ci, Sidia ne pouvait rien. Et donc, il y a eu une discussion, il a demandé de reporter.
Moi, je n'ai pas parlé directement avec le colonel Teboro, mais les autres ont discuté avec lui, Selou et les autres, lui ont expliqué qu'on ne pouvait pas reporter, qu'on allait juste sur l'esplanade faire un message, passer des messages à nos militants qui étaient déjà réunis et on se dispersait. Mais lui, il insistait toujours de reporter. De reporter. Oui. Avant d'arriver au stade, est-ce qu'avez-vous rencontré un autre groupe de militaires, de gendarmes, en face de l'université, et avant d'arriver à la terrasse du stade du 28 septembre? Non, comme je l'ai dit, nous, de l'instant où nos militants ont convergé nombreux vers nous, c'était une foule compacte qui était venue, qui nous a littéralement arrachés, qui nous a portés en triomphe. Nous n'avons vu aucun militaire. La foule était suffisamment nombreuse pour que des militaires même s'aventurent dans ce groupe. Donc, je n'ai pas vu de militaires jusqu'à l'arrivée des militaires à l'intérieur du stade. Du stade. Oui. Vous avez tous eu accès au stade, tous les leaders. Oui, tout le monde est rentré et on a eu suffisamment de temps. On est resté à l'intérieur du stade pendant un bon moment. J'ai oublié de dire que quand nous étions là, nous avons passé des messages. Chacun de nous a parlé. Tous les leaders qui étaient présents, chacun a parlé. Tous ont passé un court message, c'était le même. Nous étions opposés à la candidature du CNDD, du gouvernement. Nous voulions la restauration de la démocratie dans notre pays. C'était tout. Ce n'était pas un message violent. Et nous sommes restés un bon moment, mais tous les leaders tous ceux qui étaient avec nous, tout le monde est rentré et nous étions tous à la tribune. Nous étions tous là. D'accord. Avant votre arrivée au stade, plutôt, vous avez trouvé les portes du stade étaient ouvertes? Ben, oui, allez-y, je vous en prie. Les portes étaient ouvertes à votre arrivée du stade? Quand nous arrivions, portés en triomphe, naturellement, les portes étaient ouvertes. On est passé, on ne s'est même pas rendu compte, les portes étaient ouvertes. Je ne peux pas dire qui a ouvert les portes, mais en tout cas, nous sommes rentrés avec la foule. Souvenez-vous de l'heure à laquelle les militaires ont commencé à avoir accès au stade, ils ont commencé à tirer? C'était aux environs de 11h30 midi, je crois. Je n'ai pas beaucoup... Nous étions dans une telle ambiance qu'on n'a pas regardé l'heure. Et le moment où les tirs ont commencé à l'extérieur, il y a eu le gaz lacrymogène. Et ensuite, les militaires ont fait leur apparition. Ça a été un mouvement de panique générale. Nous étions plutôt préoccupés par les jeunes qui tombaient sur la pelouse et qui, visiblement, on assassinait. Nous étions beaucoup plus inquiets. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, quand moi j'ai vu le tumulte et tout, le branle-bas, j'ai dit à mes compagnons, du moins ceux qui étaient à côté de moi, je leur ai dit, ne bougeons pas, attendons qu'ils viennent nous arrêter ici. Et je crois que c'était salutaire pour nous, parce que si nous avions suivi le mouvement de foule, certainement qu'on aurait été abattus comme les autres. Donc nous sommes restés à notre place et on a attendu qu'on vienne nous arrêter. Alors, vous avez dit dans votre audition tout à l'heure, d'abord dans le PV d'audition de partie civile, mais également tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrivée de ce groupe. Et vous avez pu reconnaître le commandant Toumba. Il est venu au même moment que ces militaires ou il était seul lorsqu'il venait vers vous à la tribune? Non, franchement, Toumba est rentré au moment où j'ai vu les militaires aussi rentrer. Ils sont tous rentrés ensemble. J'ai vu Toumba directement parce que il y a un groupe qui est rentré. Le groupe qui est rentré, Toumba était avec eux. Il était avec eux. C'est dans ce même groupe que certains militaires ont commencé à vous administrer des coups, dans ce groupe avec lequel il est venu? Non, Toumba est rentré avec tous les militaires qui ont envahi le stade. C'est les militaires qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Toumba, quand il est resté un bon moment, nous avons vu Toumba se détacher et venir vers nous, monter vers la tribune. Il avait les mains nues, il n'avait pas d'armes. Mais je l'ai vu monter. Et il y a un autre groupe qui le suivait, que nous avons identifié comme étant le groupe de Marcel. Et c'est eux qui nous ont battus. Ils ont asséné des coups, aussi bien là-haut, à la tribune, où nous étions déjà blessés, sur la pelouse, où ils ont continué à nous donner des coups de matraque. Ils ont continué à nous menacer jusque sur l'esplanade. Et c'est ce groupe-là qui nous a bastonnés. Selon vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous
administrez des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé son nom, où sont les leaders. Nous sommes levés, mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matraques, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants, jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu, et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Cellou Dalein. Et Cellou Dalein a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Et tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela? À l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger. Et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assaillants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il l'appelait Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calfaïa. Il y a eu altercation, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade? Marcel, parce qu'il a toujours tenu cette déclaration de nature à s'innocenter, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre procès, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade. Pouvez-vous confirmer cela encore, qu'il était là-bas? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sur l'esplanade, dans la voiture, où je l'ai vu à cette distance, et je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe en plein jour. Il n'y a aucun doute. Et j'ai entendu Marcel, et Toumba l'appeler plusieurs fois Marcel. Marcel, c'est celui que j'ai vu à la barre ici, c'est celui qui est dans le box des accusés. Marcel était bel et bien présent et c'est lui qui nous a bastonnés. Dans l'enceinte, M. Fall, dans l'enceinte du stade, est-ce que avez-vous observé des personnes qui arboraient des tenues civiles, mais qui faisaient partie des assaillants? Avez-vous observé des personnes qui étaient en tenue civile? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas vu ces personnes. Vous savez, nous avons fait partie du premier lot qui a été extrait du stade. Et les explications qui nous ont été données après, c'est que, ça c'est après, les gens de Kalia qui étaient venus au stade sont venus après nous. Parce que mon chauffeur qui m'avait accompagné chez Jean-Marie Doré, qui avait donc la voiture,
avait garé la voiture à la station d'essence qui est en face du stade. Il m'a confirmé après qu'il y avait un bus garé là-bas et que les gens sont sortis de ce stade à ce moment quand nous, on est partis. Ils portaient des tenues d'un club anglais, et Chelsea, et que ces gens sont rentrés au stade. Mais je crois que les personnes qui sont en civil ne sont pas rentrées en même temps que les militaires, les premiers militaires qui ont tiré sur la foule parce que vous savez que le massacre a duré toute la journée. Ce n'est pas le temps seulement où nous étions là. Ça a commencé pendant que nous étions à l'intérieur, mais nous, on n'est pas resté longtemps à l'intérieur du stade. Dès lors que Toumba nous a sortis, je ne sais plus ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est en ce moment que les autres sont arrivés. Et ce massacre a continué jusque dans la soirée. Nous, on nous a extraits vers midi, comme ça. C'est ce qui vous a conduit à la clinique Ambroise, où étant Marcel est venu avec son équipe encore, pour menacer de faire sauter la clinique au cas où on vous administrait des soins. Vous confirmez ces déclarations-là? Oui, lorsque nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré, moi je ne savais pas que nous étions suivis, parce que moi où nous étions dans la voiture avec Toumba, il conduisait lui-même. Et c'est à l'arrivée à la clinique Ambroise Paré, lorsque nous sommes descendus de la voiture, qu'on a vu Marcel avec des hommes. Et c'est là où encore on l'a reconnu, où il y a eu l'altercation entre lui et Toumba. Et c'est là-bas. Monsieur Fall, je voudrais revenir sur une question qui a été toujours posée ici. Et par contre, il y a d'autres qui se font comme trophée de guerre pour dire que les leaders politiques ont été sauvés et ont été admis à l'hôpital. C'est le CNDD qui a pris en charge leurs soins. Est-ce que selon vous, étant à l'infirmerie de l'état-major, vous étiez détenu ou bien c'était de vous administrer des soins? À l'état-major de la gendarmerie, nous étions détenus. Nous étions détenus aussi à la clinique Pasteur, jusqu'à notre libération. D'ailleurs, c'est le terme qu'on a utilisé à minuit, quand la délégation du Premier ministre est venue pour nous dire qu'on est autorisé à quitter et qu'on pouvait rejoindre le domicile. Donc, et il y avait aussi des gendarmes qui nous gardaient. D'ailleurs, un jour, quand j'ai 2 ou 3 ans, quelques années après, j'étais devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement de M. Alpha Condé. Il y a un gendarme qui est venu un jour au ministère des Affaires étrangères que j'ai reçu, qui m'a dit « Ah, c'est nous qui vous gardions à la clinique. » J'ai dit « Ah, vous étiez vous étiez le gardien et nous étions vos geôliers. » Il dit « Non. Bon, enfin, c'est pour vous dire que nous étions bel et bien détenus, monsieur le procureur. Nous étions détenus, on n'avait pas de liberté de manœuvre. Monsieur Fall, oui. Je sais que dans les préparatifs de la manifestation du 28 septembre, vous étiez permanemment en contact avec les autres leaders des forces vives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce qu'une fois, M. Sidya Touré s'est confié à vous pour vous dire qu'il a échangé, notamment avec le président de CNED, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le demandant de reporter cette manifestation? Est-ce qu'il s'est confié à vous? Vous savez, l'appel du président du CNDD s'est passé dans la nuit du 27 au 28 septembre, tard dans la soirée. Donc, on n'avait plus de la chance d'avoir une réunion des forces vives. Mais par contre, le matin, quand je suis venu chercher M. Sidya Touré à son domicile, parce que moi j'ai quitté chez moi à Taouya pour venir le chercher à son domicile, la minière, nous sommes allés dans la même voiture et c'est chemin faisant qu'il m'a dit que le capitaine Moussa Dadis l'avait appelé très tard la nuit et qu'il dormait d'ailleurs. Il m'a fait le récit de leur conversation quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Selon ce qu'il vous a dit, quelle était la nature de leur conversation? C'était des conversations de menaces par rapport à une quelconque manifestation que vous aurez organisée ce jour? Non, il ne m'a pas parlé de menaces. Il m'a dit qu'il l'a appelé pour lui de demander aux autres collègues d'annuler le meeting et qu'il lui aurait dit que c'était trop tard, qu'à cette heure-ci, il ne pouvait pas joindre les différents leaders des forces vives
C'était très tard, c'était un appel très tardif et je crois que Sidia ne pouvait pas arriver les autres pour leur dire. Il fallait en ce moment une plénière. Et la plénière, on ne pouvait la tenir que chez Jean-Marie Doré lorsque nous sommes retrouvés là-bas. Mais déjà, au moment où nous étions chez Jean-Marie Doré, au moment où nous arrivions chez Jean-Marie Doré, on nous avait informé qu'il y avait eu des incidents au stade. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit que nous ne pouvions pas abandonner nos militants qui étaient réunis par milliers et qu'encore une fois, que les leaders disparaissent. Il n'était pas question pour nous de désister parce que nous avions mobilisé pendant près d'une semaine l'ensemble de nos militants. Il y avait une mobilisation quasi générale, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Je vous dirais, c'est des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà réunies sur l'esplanade. Donc, on ne pouvait pas, il me l'a dit, mais on n'en a même pas discuté avec les autres, non. Vous, personnellement, vous avez été victime de quoi? Moi, j'ai reçu plusieurs coups. Mon coude a été sérieusement blessé. J'ai reçu un premier traitement sommaire à la clinique Pasteur, parce que je dis c'est sommaire. Et puis, quelque temps après, quand je voyais que mon coude enflait, c'était un bandage d'ailleurs que je portais pendant au moins 2 mois, et je voyais que ça ne s'améliorait pas, et je suis allé au service de traumatologie de Ignace Dine. On m'a fait aussi un traitement là-bas, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que je quitte ici, et lorsque je suis arrivé en France, toujours plus d'1 mois après, mon bras ne guérissait pas, il enflait. Et finalement, j'ai été voir au service de traumatologie à l'hôpital Lavoisière. J'ai été reçu par un éminent médecin qui m'a dit que c'était un hygroma et que si on n'opérait pas, c'est à ce moment que j'ai accepté de faire l'opération. On m'a opéré le coude et on a enlevé l'hygroma. C'est ainsi que j'ai recouvert l'usage de mon bras. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci, Monsieur Fall. Je vais, à l'instar de mon collègue, vous réitérer notre compassion du parquet. Merci. Par rapport à cette violence, par rapport à tout ce que vous et vos militants avez subi ce jour funeste, comme vous l'avez dit, du 28 septembre 2009. Je vais vous poser un certain nombre de questions à 2 niveaux. Je vais commencer là où vous-même vous avez commencé en ce qui concerne la nature des faits d'abord pour lesquels, n'est-ce pas, ce tribunal est saisi. Mais comme déjà mon prédécesseur, il a posé un certain nombre de questions sur le déroulement même des événements, je ne vais pas revenir sur ces questions. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau. Je suis tout à fait d'accord. Vous confirmez que c'est effectivement lieutenant Mars et ces hommes qui vous ont agressé, vous et les autres leaders du stade du 27. Est-ce que vous confirmez cette étape? Il n'y a aucun doute, Monsieur le procureur. C'est bel et bien Marcel que nous avons bien identifié en plusieurs étapes, à l'intérieur du stade, sur l'esplanade du stade du 20 septembre et à la clinique Pasteur. Jusqu'à présent. Et à la clinique Ambroise Paré. S'il vous plaît, attendez un peu. Vous ne trouvez pas curieux lorsque le colonel Moussa Tchegbo Camara déclare n'avoir pas vu Marcel? Ces raisons pour lesquelles il ne veut pas reconnaître que Marcel était... je ne parle pas du stade, mais il avait raison pour dire que Marcel n'était pas à la clinique Ambroise Paré. Mais lui-même avait essayé de le raisonner à la clinique Ambroise Paré. J'allais en venir parce que non seulement il nous a déclaré ici qu'il aurait vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, ça peut être lui ou pas, mais ne l'avoir pas vu à la clinique Ambroise Paré. Ça, il a été formel là-dessus. Vous ne pouvez pas s'appuyer? Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de dénégations dans ce procès. Je suis une partie de ce procès. Je n'étais pas à Conakry, mais je suis une partie. Il y a eu beaucoup de dénégations. Et j'attendais
mon arrivée et mon passage devant vous pour dire ma part, ce que j'ai vu réellement au stade et ailleurs. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut déduire, au-delà de tout doute raisonnable, que le lieutenant Marcel est effectivement, ou en tout cas, fait partie de ceux-là, des auteurs qui ont commis les massacres du 28 septembre? En tout cas, Marcel nous a agressés. Il nous a battus. Il avait une matraque. Je ne l'ai pas vu avec des armes. Mais lui et ses hommes nous ont battus avec des... D'ailleurs, le coup que j'ai reçu sur la tête, j'ai dû faire la radio après, parce que pendant très longtemps, je sentais quand je mettais là-dessus que j'avais mal. J'ai dû faire la radio à l'extérieur. Ça, c'est évident que Marcel et son groupe nous ont asséné des coups violents et qu'il a sorti une grenade à la clinique Ambroise Paré. Ça, c'est réel. Donc, on peut l'imputer la responsabilité de ce dont vous avez été victime au titre des violences, blessures et autres agissements commis sur les manifestants ce jour du 28 septembre? Ceci est affirmatif, monsieur le procureur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais continuer. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchegboro Kamara au niveau de la Fondis, il y a eu des échanges entre vous. Est-ce qu'il était avec son contingent? Oui, il était avec son contingent. Il avait plusieurs gendarmes qui étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pu nous bloquer. Parce que s'il était seul, il n'aurait pas réussi à nous faire arrêter. Sur les lieux? Non, il y avait beaucoup de gendarmes. Est-ce qu'il était, alors, le plus gradé de tous ces gendarmes, ou en tout cas ces services, ces éléments de défense et de sécurité qui étaient présents sur les lieux de ce jour-là, à votre avis? On peut penser raisonnablement que c'est lui le chef, parce que c'est lui seul qui parlait. Personne d'autre ne parlait dans le groupe, c'est lui seul qui parlait. Et donc, raisonnablement, c'était lui le chef du contingent. Le chef du contingent. Raisonnablement. J'ajouterai le coordinateur du dispositif de répression ce jour. Bon. Je vais continuer. Monsieur Fall, tout de suite, vous avez commencé par nous rappeler que vous étiez le représentant de la République de Guinée à la conférence à Rome portant sur le statut. Certes, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez approuvé les conclusions du rapport d'enquête internationale d'un éminent juriste que vous avez cité, et je crois que vous connaissez, qui a conclu, au regard de ce qui s'est passé le 28 septembre, les faits sont constitutifs d'un crime international, notamment le crime contre l'humanité. Est-ce que vous convenez avec moi, certes, Maître Hamidou Barry ne me dira pas le contraire s'il était là, que le 28 septembre, il y a eu crime contre l'humanité? Monsieur le procureur, je suis juriste de formation. Ah. Je suis de la 9e promotion de la faculté de droit de l'université Gamal Abdel Nasser. La 9e promotion. La promotion Samori, Almami Samori Touré. Je suis un juriste de formation. J'ai enseigné le droit à la faculté de droit pendant quelques années, mais j'avais choisi d'être diplomate. Donc, j'étais directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères à cette période. Et c'est à cette qualité que je suis allé à la conférence diplomatique de Rome. Naturellement, il y avait un magistrat avec moi, le procureur Yves Aboli, mais j'étais le chef de la délégation, j'avais le rang d'ambassadeur, directeur des affaires juridiques, et c'est à ce titre que nous étions à Rome. Et donc, le rapport de la Commission internationale d'enquête, que nous on appelle souvent la Commission d'établissement des faits, qui avait mandat de venir à Conakry pour faire le point de la situation et rendre compte au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, sur les circonstances des événements qui s'étaient produits à Conakry. Ce rapport a conclu qu'il y avait eu des crimes graves à Conakry
Il a chuté de responsabilité, il a donné des noms et il a qualifié les crimes commis au stade de Conakry de crimes contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité faisait partie des crimes qui relevaient de la compétence de la Cour internationale au sens du statut de Rome. C'est la raison pour laquelle la CPI avait été saisie. Je me réjouis d'apprendre que vous êtes juriste de formation, ça me rassure déjà. Alors, aujourd'hui, si ces accusés comparaissent devant ce tribunal pour des faits d'assassinat, de coups et blessures, de viol, de séquestration, pour ne citer que ces infractions, vous convenez avec moi, au regard des faits, du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, qu'il y a eu bel et bien crime contre l'humanité, en votre qualité de juriste? Oui, je le pense parce que, vous savez, monsieur le procureur, au moment où nous discutions du statut de Rome à cette période, les viols ont occupé une très grande place. Et comme vous savez, les viols de cette nature sont considérés comme des armes de guerre. Et c'est ce que les soldats ont utilisé. Ils ont utilisé une autre arme de guerre qui n'est pas le fusil ni les manchettes, le viol. Et le viol, c'est pour déshonorer les femmes, pour les humilier, pour leur arracher ce qu'elles ont de plus intime. Et c'est pour ça qu'on considère le viol comme un acte vil. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutions du statut de Rome, ce genre de viol a été pris en compte. Et quand vous voyez ce qui se passe en RDC, où il y a eu des viols de cette nature, parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats, ou du moins les belligérants, pas forcément les militaires, les belligérants utilisent cette arme de viol comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci, M. Fall. Je vais continuer. Et c'est pourquoi, et à juste raison d'ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale, je cite, 405, le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Alinéa 2. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et, s'ils sont primitifs, toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour poser des questions. Donc, je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchegboro Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien? Au niveau de Fondis? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même de vives discussions entre lui et plusieurs collègues des forces vives. Et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient, et chacun était sur ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté. Et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques kilomètres, à quelques mètres du lieu de la conférence, parce que nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants, et puis on se séparait. Et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence, mais c'était quand même assez tendu, chacun maintenant sa position. Très bien. Alors, vu le contexte de cette intervention entre vous, il était là. C'était pour vous dissuader ou pour vous empêcher de tenir ce meeting? C'était pour nous dissuader. Bon, je ne suis pas certain qu'il pouvait nous
nous empêcher. Certes, notre groupe n'était pas un groupe important, mais la preuve a été donnée que la masse qui est venue après a fait sauter son verrou. Mais il essayait de nous dissuader, de nous parler. De vous dissuader. Oui. Moi, je dirais vous empêcher et même de réprimer. Je vais continuer. Monsieur Fall, vous avez suivi 2 parties civiles qui ont passé ici victimes, qui ont déclaré ceci, que lorsque les leaders politiques et eux, les manifestants de façon générale, ont rencontré au niveau de la Fondise le colonel Moussa Tchegboro Kamara, il a proféré des menaces. Je les cite. Vous tenez à accéder au stade. Si vous y allez, vous allez en tirer toutes les conséquences. Après de tels propos, tenus par un officier supérieur, qui avait le 28 septembre, sous son contrôle, sous sa direction, sous son commandement, des forces de sécurité, armées pour certains. Si ces faits se sont commis, des faits de crime, de viol, de coups et blessures, à qui, selon vous, en termes de responsabilité de supérieur hiérarchique, on peut imputer cette responsabilité? Monsieur le procureur, je laisse le soin au tribunal de situer les responsabilités. Moi, je donne les faits tels que je les ai vécus. Évidemment que j'ai suivi ces propos à travers certaines de nos militantes qui étaient effectivement au stade. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier et cela constitue certainement un élément d'appréciation pour vous. Je préfère ne pas jouer ce rôle ici et je préfère essayer dans ma position de partie civile. C'est le juriste qui parle. Alors c'est sur ce, je remercie Monsieur le Président, le tribunal et ses assesseurs. Je vais passer